Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, rassurez-vous je vais en faire de plus en plus en novembre et en décembre. J'ai eu pas mal d'occupations entre la fin de mon second livre que je devais terminer et beaucoup d'autres choses à gérer. Je voulais revenir un petit peu sur les affaires des énièmes affaires de voile dont on entend parler en ce moment beaucoup. Beaucoup de gens me demandent des réactions par rapport à ça. Je vais essayer de vous apporter un point de vue un peu différent de ce qu'on entend habituellement, avec les méchants et les gentils d'un côté, voilà, et un petit peu de nuance. Alors c'est un problème en fait le sujet du port du voile qui déchaîne les passions sur les plateaux télé. Parce qu'en fait, si vous voulez, le vrai problème pour moi, qui rend tout le monde hystérique, peut-être à raison d'ailleurs dans les deux camps, c'est qu'en gros, si vous voulez, pour les gens qui sont contre le port du voile et sa banalisation dans l'espace public, et bah, le voile, comme moi je le pense d'ailleurs, est un symbole de culpabilisation de la beauté des femmes. C'est un symbole de régression dans notre société égalitaire. Mais dans le camp d'en face, si je puis dire, eux, ils ont l'impression que les gens qui sont contre le voile, en gros, c'est un peu des espèces de talibans. C'est quoi un taliban en Afghanistan? C'est quelqu'un qui veut imposer une burqa à une femme, en tout cas qui dit aux femmes, je te dis ce que tu dois porter et ne pas porter. En l'occurrence, ils disent aux Afghanes, ne portez pas de mini-jupe. Et ben, ils ont un peu l'impression que notre camp à nous, entre guillemets, on est le camp des gens qui expliquent aux femmes musulmanes en France en 2019 ce qu'elles doivent porter et ce qu'elles doivent ne pas porter, quoi. Et c'est ça qui est assez compliqué. Alors, il y a les musulmans qui passent à la télévision et qui ont un avis sur le voile, et en général, c'est des musulmans tirés à quatre épingles, qui sont très malins, qui sont très habiles. Et c'est vrai que les musulmanes qui passent à la télévision, rarement elles vont vous dire, par exemple, je porte le voile parce que c'est par pudeur. Peut-être elles le disaient il y a très longtemps, mais maintenant elles sont très rodées et très habiles. Elles savent très bien que si elles disent ça, ça sous-entend qu'une femme qui porte pas de voile et qui passe à la télé est une femme impudique. Vous voyez, c'est un petit peu insultant. Ou alors elles disent pas non plus c'est un devoir religieux, parce que si elles disent c'est un devoir religieux, du coup c'est comme si elles disaient Dieu impose pas aux hommes de porter un voile, or il impose aux femmes de porter un voile. Donc c'est déjà discriminant, ça veut dire que les femmes doivent se responsabiliser par rapport à leur chevelure dans l'espace public, ce que les hommes, eux, ne doivent pas faire. Et du coup, effectivement, la justification de la pudeur ou de la religion, elle passe souvent assez inaperçue chez les musulmanes plutôt islamistes bien rodées aujourd'hui qui passent à la télévision et qui ont un discours très habile, effectivement, qui fait qu'elles disent en général d'autres choses. Si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu. En gros, il y a deux sortes d'arguments. Soit elles disent je porte le voile parce que je suis libre de le faire, mais ça n'a pas de sens de dire je fais quelque chose parce que je suis libre de le faire. C'est pas une raison. Être libre, c'est comme si par exemple je disais j'achète une baguette de pain parce que je suis libre de le faire. Non, t'achètes une baguette de pain, t'as bien une raison derrière, parce que tu veux donner de l'argent à la boulangère, parce que tu veux te nourrir de la baguette de pain, mais ça veut rien dire je fais quelque chose parce que je suis libre de le faire. C'est très suspect comme réponse. C'est comme si moi, par exemple, je peux mettre un chapeau dans la rue sur ma tête, quand je me balade dans la rue, si je veux, je peux mettre deux chapeaux l'un sur l'autre. C'est ridicule. Et je peux dire, quand on me demande pourquoi tu mets deux chapeaux sur ta tête, je peux dire, parce que je suis libre de le faire, mais ça n'a pas de sens. Il y a bien une raison derrière. Donc en fait, c'est pas vraiment une réponse. Quand une musulmane qui passe à la télé vous dit, je porte le voile parce que je suis libre de le faire. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi suspect ce genre de réponse parce que quand une musulmane dit je porte un voile parce que je suis libre de le faire, les musulmanes qui portent un voile, moi j'ai envie de leur dire, c'est bizarre. Quand vous sortez dans la rue, systématiquement vous mettez un voile qui couvre vos cheveux, vos oreilles, votre nuque, votre cou, mais c'est un réflexe systématique. Pour quelque chose de je suis libre de le faire, la liberté c'est quelque chose de spontané, ça m'a l'air d'être bien codifié. Et d'ailleurs quand il fait chaud dehors, qu'il fait 45 degrés des fois, c'est la méga canicule, les musulmanes voilées continuent de porter le voile. Elles peuvent le porter l'hiver et nous dire c'est pour se protéger du froid, pourquoi pas, mais ça marche pas l'été. Une femme a priori normalement constituée, quand il fait 45 degrés dehors et que c'est la canicule, elle a envie d'ôter son voile. Or il y a ce réflexe systématique des musulmanes voilées, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, j'explique juste. Il y a une codification systématique qui font qu'elles sont chez elles avec leur mari, leur famille, leurs proches, elles ne le portent pas, et dès qu'elles passent le palier de chez elles, tout à coup elles le portent. Ça m'a l'air d'être bien codifié pour un truc soi-disant libre et spontané. Et d'ailleurs, si vous prenez les femmes athées et agnostiques dans le monde, pas musulmanes, pas religieuses, ça leur vient pas à l'idée le systématisme de cacher leurs oreilles, leurs cheveux et leur gorge quand elles sortent dehors et qu'elles peuvent se confronter au contact d'inconnus, quoi, notamment du sexe opposé. Ça m'a l'air bien codifié, encore une fois, ce genre de pratique
de voiles qui couvrent systématiquement les mêmes parties du corps, oreilles, cheveux, nuque et cou, par des musulmanes qui prétendent le faire parce que voilà, elles sont libres de le faire, ce qui n'a bien évidemment pas de sens, quoi. Comme si moi je disais je paye mes impôts parce que c'est ma liberté. Non, je paye parce que voilà, parce que le ministère des Finances m'y oblige, de la même façon qu'une musulmane porte le voile parce que Dieu l'y oblige, quoi. Voilà, elles le savent, en tout cas c'est dans l'islam. Et d'ailleurs, j'essaierai de mettre dans cette vidéo 2 petits extraits. Je remarque que quand je vois des musulmanes qui passent à la télé voilées, elles sont rares quand elles passent, mais elles passent et elles disent je porte le voile parce que je suis libre de le porter, mais elles ne donnent pas des raisons. Et si vous voulez, elles sont bien rodées en communication, en gros, les musulmanes qui passent à la télé. Mais quand vous avez des micro-trottoirs de musulmanes qui sont interrogées dans la rue, elles ne sont pas rodées à la communication, elles ne sont pas fourbes comme les islamistes d'aujourd'hui qui se victimisent, parce qu'ils ont besoin du victimisme, en gros, pour avancer. Elles s'emmerdent même pas. Les musulmanes dans des micro-trottoirs dans la rue, elles te disent je porte le voile parce que c'est religieux, je porte le voile par respect pour Dieu, parce que voilà, c'est dans la religion, c'est une obligation. Elles disent c'est une obligation, quoi. Ça relève de l'imaginaire. Je peux vous poser une question, Nadia Lazouni? Bien sûr. Pourquoi vous portez ce foulard? En fait, est-ce que c'est un message religieux que vous avez envie d'envoyer quand vous vous promenez dans la rue, par exemple, en disant « je suis musulmane » ? Non, alors donc, de parler de message, ça serait... Donc, il y aurait une dimension politique quelque part dans le port de mon foulard, et c'est ce que vous en sous-entendez par là, alors qu'absolument pas. Le port de mon foulard est le fruit d'un cheminement spirituel. Voilà, donc je suis pas née avec un foulard. Pour les gens qui nous regardent, vous pouvez en quelques mots nous dire ce que ça veut dire, le fait que vous portiez le foulard dans la rue? En fait, comme c'est très intime, c'est un choix qui est très intime, donc pour le coup, moi, mon foulard, comme je vous l'expliquais, c'est le fruit d'un cheminement. Je ne le porte que depuis 7 ans. Et voilà, c'est dans ma relation avec le divin, c'est dans mon rapport avec Dieu. C'est pas vis-à-vis des autres. Absolument pas, absolument pas. Et quand bien même ça serait vis-à-vis des autres. Non mais c'est ça, non mais c'est bien, vous avez raison. Non mais et quand bien même ça serait vis-à-vis des autres. On a justement la chance de vivre en France et dans un pays libre et de choisir de se vêtir comme on l'entend, que ça vous plaise ou non. L'islam, ça nous obligeait pour les femmes de mettre une foulard sur la tête. Alors, c'est obligatoire, c'est un truc obligatoirement qu'on le fait. On est des musulmans. J'ai pas compris pourquoi ils parlent de ça en fait. Je comprends pas. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? On est libre ou on n'est pas libre? On est libre, normalement, c'est vrai. Bah, si on est libre, on laisse les gens, ils s'habillent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent. Le temps qu'on ne fait pas de mal aux gens autour de nous, bah, c'est tout à fait normal qu'on porte nos voiles parce que c'est notre symbole, c'est un truc. On peut dire par exemple, un enfant, il peut dire à son père non. Il peut dire non, mais nous, on ne peut pas dire non à Dieu. C'est Dieu qui décide. Et nous, on le suit. Alors, pour parler de cette problématique du voile, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du rapport des politiques à ce sujet. Et en gros, avant de vous parler de ça, et à la fin de cette vidéo, je vais en régler en une seule question la problématique du voile. Vous allez voir, c'est très clair, ce problème du voile, je vais le régler en une seule question très simple. Je voudrais partir d'un préambule tout simple. En gros, si vous voulez... j'ai fait une espèce de petite loi naturelle, comme la loi de Lavoisier, vous savez, en sciences physiques. En gros, si sur le plan électoral, ton ennemi, il est le vainqueur, il est le dominant, et par exemple aujourd'hui en France, le vainqueur et le dominant, c'est plutôt des mondialistes, des internationalistes, des gens du côté d'une élite ultra riche, et pas les nationalistes qui eux sont les perdants. Donc si ton ennemi sur le plan électoral est vainqueur et dominant, et qu'il approuve tes méthodes, pose-toi des questions. Voilà, c'est juste ce que je vous dis. C'est étrange quand votre ennemi sur le plan des intérêts politiques valide ce que vous-même vous validez. Et ça devrait vous interroger un petit peu. Et en l'occurrence, pour la problématique du voile, vous avez dû remarquer, il y a beaucoup de socialistes, de gens de gauche qui disent tous ils veulent pas de musulmanes sur les affiches électorales qui sont voilées, ils estiment que c'est des partis islamistes, etc. Voilà, ils s'inquiètent de ça, comme des gens de droite, des nationalistes, eux aussi s'inquiètent de ça. Et moi je dis aux gens de droite et aux nationalistes qui regardent cette vidéo, vous trouvez pas ça bizarre? Vous vous posez pas de questions? Vous vous dites pas, tiens c'est curieux, comment ça se fait que mon ennemi sur le plan politique, sur le plan des intérêts politiques, est d'accord avec moi là-dessus? Vous vous dites pas, il y a peut-être un problème? Eh ben moi je vais vous expliquer le problème très simplement. Pourquoi? Mitterrand, il a fait quoi quand comment il a été élu, pourquoi il a été élu, pourquoi il a maintenu son pouvoir?
C'est très simple, il a divisé la droite en deux. En gros, une droite de centre-gauche et puis une droite nationaliste, lepéniste, on peut appeler ça comme on veut. Mais il a coupé la droite en deux, et avec le système des modes de scrutin actuels, il a pu effectivement accéder au pouvoir. Et en fait, les gens qui actuellement sont au pouvoir politique, qui sont des mondialistes, des antinationalistes, eux, ils n'aiment pas l'idée que des musulmans puissent avoir leur parti politique. Ils n'aiment pas l'idée que des musulmans puissent rentrer en politique. Parce que, ironie du sort, ça fait un coup de Mitterrand à l'envers pour les nationalistes. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez plus genre des socialistes ou un gros parti socialiste de gauche et un concurrent islamique qui serait forcément catégorisé à gauche, donc qui diviserait les voix de la gauche en deux et qui pourrait permettre éventuellement à un parti nationaliste unifié à droite de l'emporter, vous voyez, et même, ironie du sort, de créer une espèce de diabolisation à l'envers où par exemple on aurait disons une Marine Le Pen contre un candidat islamique ou islamiste en face, et l'ironie du sort c'est que les médias seraient obligés pour beaucoup d'admettre que genre Marine Le Pen est un barrage au diable, alors qu'habituellement c'est elle le diable. Vous voyez? Donc déjà moi des nationalistes que j'entends dire qui sont pas contents que des listes islamistes se présentent aux élections locales, j'ai envie de leur dire sur le plan stratégique, vous êtes des débiles, vous devriez vous en réjouir. Ça divise les voix de la gauche, limite, dans notre mode de scrutin à 2 tours, vous devriez être content de tomber sur eux, c'est l'assurance de gagner. Vous voyez, vous feriez un coup à la Mitterrand à l'envers. Donc vous ne demandez pas pourquoi, entre guillemets, nos gouvernants mondialistes sont très inquiets de voir que les musulmans peuvent avoir une autonomie politique. D'ailleurs, on a des millions de musulmans en France, et peut-être même que plein de musulmans qui ne m'apprécient pas vont être d'accord avec le constat que je fais maintenant. Mais les musulmans en France sont des millions, ils n'ont même pas de représentants. Ils ont que des représentants binationaux, de nationalité étrangère, ils n'en ont pas. Parce que jusqu'à présent, les socialistes ou tout ce que vous voulez ont pu les contenir. Et c'est pas une Najat Vallaud-Belkacem qui pratique rien du tout. Je vous parle vraiment d'un vrai musulman, genre qui dit par exemple, voilà, qui croit en l'islam, qui va à la mosquée le vendredi, je vous parle de ça, quoi. Et donc effectivement, ces partis au pouvoir qui sont les dominants s'inquiètent également de voir des mères voilées dans les sorties scolaires, et c'est une question qui n'a pas été trop bien tranchée par les politiques, et selon moi ça doit être tranché. Et effectivement, c'est aussi la visibilité de l'islam qui les inquiète, parce que du coup, ça peut donner plus de voix, plus de votes effectivement pour les partis de droite. Donc eux, ils ont plutôt intérêt à cacher l'islamisation de la société. Et la réalité, c'est aussi que les musulmans, en général, dans des seconds tours, votent de façon monolithique, et que s'ils voient par exemple une musulmane avec un voile, ou un musulman barbu qui a un prénom arabe, grosso modo, beaucoup peuvent voter pour lui, ne serait-ce parce qu'il leur ressemble déjà, par une espèce de, je sais pas, d'endogamie entre guillemets, qui serait sociale, presque un petit peu de l'ordre de l'esthétique, mais voilà, mais beaucoup de musulmans en tout cas votent comme ça, quoi. Ils se diraient, tiens, enfin un candidat arabe et musulman qui leur ressemblerait à eux, et c'est terminé, leur vote par défaut qu'ils donnaient avant aux socialistes, ou au mec le plus à gauche, ou au Macron, c'est fini. Voilà, donc ils perdraient ça, quoi. Donc du coup, voilà, je vous resitue 3 raisons grosso modo pour lesquelles nos dominants, qui sont le contraire de la position nationaliste et patriotique, qui sont des mondialistes, pourquoi comme par hasard sur la question de l'islam ils sont inquiets? Parce que d'abord, comme je vous l'ai expliqué avec le coup de Mitterrand à l'envers, c'est-à-dire que ça peut diviser les voix de la gauche en deux, et il peut même y avoir un second tour par exemple un jour entre un candidat musulman et un candidat de droite, et a priori, les médias mainstream ont tellement insisté pour dire candidat musulman égale nécessairement candidat islamiste à cause d'une barbe ou à cause d'un voile, que du coup, n'importe qui à droite sera forcément élu, vous voyez. Donc déjà, ça inquiète un petit peu la gauche. Et d'ailleurs, la division des voix, par exemple, entre FN, Rassemblement National d'un côté, et la droite de l'autre, c'est ce qui fait que la gauche a perduré pas seulement avec Mitterrand, mais aussi avec l'élection d'Hollande. Parce que s'il y avait eu toutes les voix en 2012 de Marine Le Pen au premier tour pour Sarkozy, que j'apprécie pas personnellement, mais en gros il aurait pu être réélu voilà, sans problème. En plus du fait qu'Hollande lui-même a eu plus de 90% de voix de musulmans, quoi. Alors ça c'était effectivement la première raison. Les 2 autres raisons, si je puis dire, par rapport au fait que le dominant s'inquiète de la visibilité du voile et de partis musulmans, c'est parce que, vous savez, moi je suis le premier à critiquer l'islam en tant que religion, en tant que champ de valeurs, etc. Et en fait, les partis musulmans, comme je vous l'ai dit, par défaut, sont souvent qualifiés de islamistes, même si dans leur programme, ils n'ont rien d'islamiste. Et d'ailleurs, il y a une hypocrisie de la plupart des politiciens d'aujourd'hui
qui par exemple se dirait le Parti chrétien-démocrate, il n'y a pas de souci, ça passe. Vous savez, le Parti chrétien-démocrate j'ai complètement oublié le nom de... Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom, je suis désolé. Je sais plus, j'ai oublié son nom. Enfin bref, vous savez de qui je parle. Elle s'est mariée avec son cousin Germain, j'ai oublié son nom, ça m'embête. Attendez, j'essaie de m'en souvenir. Comment elle s'appelle? Christine Boutin, voilà, un Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Ça passe. Par contre, à côté de ça, effectivement, d'ailleurs, il y a écrit chrétien-démocrate dans le nom, et le parti UDMF, il y a démocrate et musulman dedans, et bien là, tout d'un coup, ça passe pas. Mais en réalité, ça passe pas pour les politiciens qui passent à la télévision et qui, grosso modo, défendent plutôt les intérêts du système dominant, parce qu'ils savent très bien que demain, ça coupe les voix de la gauche, qui est des musulmans d'un côté, et puis des sbires du système de l'autre, quoi, peu importe quelle est leur étiquette, quoi. Et du coup, ils ont besoin de cette confusion d'étiquettes en disant, voilà, une musulmane voilée sur une affiche égale nécessairement islamiste. Moi, ça ne me dérange pas, encore une fois, je suis contre l'islamisation de la France, je suis le premier à critiquer l'islam, je vous dis juste simplement qui sont les dominants, et s'ils sont contre ça, est-ce que du coup, en tant que les nationalistes, est-ce que vraiment ils doivent estimer que c'est un danger que ces partis se présentent? Parce qu'après tout, s'ils se présentent aux élections, d'abord, ça justifie l'inquiétude qu'ils posent. Ils parlent de l'islamisation de la société. Du coup, ça l'illustre. Or, si les politiciens du système font en sorte qu'il y ait zéro parti islamique ou islamiste qui se présente, du coup, ils ne peuvent plus alerter les populations en disant qu'il y a un danger d'islamisation, parce que les populations vont dire « Mais non, on ne les voit pas aux élections, donc on ne voit pas de salafistes sur les affiches, on ne voit pas de femmes voilées. » Donc vous voyez, déjà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu ironique encore une fois, mais je vous dis, je vous ressors ma loi de tout à l'heure. Si ton ennemi sur le plan de la stratégie politique, qui est dominant sur l'échiquier électoral, attention, si il approuve tes méthodes, pose-toi des questions encore une fois. Voilà. Si tu es pour l'interdiction du parti islamique et que tu t'étonnes que ton rival internationaliste, non nationaliste, gagne sur l'échiquier politique et est aussi contre ça, eh ben, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Et moi, je pense que ça m'a rappelé un petit truc. C'était, vous savez, Marine Le Pen, par exemple, et le FN s'était opposé aux burkinis sur les plages. Et moi, je disais souvent en plaisantant, parce que des fois, vous savez, je rencontre des politiciens, des fois, qui m'invitent à prendre un verre, ou on discute un petit peu, voilà, de mon travail, ou stratégie politique. Vraiment, c'est informel, hein, encore une fois. Et moi, des fois, je leur dis, ça me fait rire, parce que genre, quand Marine Le Pen dit qu'elle est contre les burkinis sur les plages, moi, je disais souvent en plaisantant que, en fait, un burkini sur une plage, c'est un tract électoral pour le FN à la puissance 1000. C'est la vérité. Je suis sûr qu'il doit y avoir plein de gens qui sont du côté du parti dominant, qui doivent rigoler de voir Marine Le Pen qui dit qu'elle est contre les burkinis sur les plages ou contre les partis islamistes qui se présentent aux élections, ou islamiques en tout cas. Alors qu'en réalité, sur le plan purement machiavélique de la stratégie électorale, je ne vous parle pas encore une fois du champ de valeurs, c'est pas un débat sur les valeurs, c'est un débat sur la question de comment tu gagnes une élection. Voilà, c'est juste ça le débat dont je veux parler. Ben, je vous dis que un musulman qui se présente ou une musulmane qui se présente à une élection avec un voile ou avec une barbe sans moustache, ironiquement, je me demande si ça ne sert pas plus souvent les intérêts de la droite que de la gauche en réalité. La droite qui d'ailleurs ne sait pas diaboliser le camp d'en face, contrairement à la gauche qui sait le faire. Et donc là, elle aurait un argument diabolisant, quoi. Donc voilà. Et puis, donc je vous ai cité 2 raisons. Et la troisième raison, en fait, c'est la visibilité sociale de l'islam. Grosso modo, si vous voulez, les gauchistes, ils sont malins parce qu'ils passent à la télé, ils disent quoi? Ils disent qu'il faut laisser les femmes musulmanes porter le voile comme elles le veulent, etc. Mais dès qu'il y a trop de femmes voilées dans leur quartier ou au pied de leur immeuble, ils déménagent et ils se barrent. C'est ça, moi, qui m'énerve dans l'hypocrisie de la gauche, quoi. Et en réalité, la visibilité de l'islam à travers le voile, à travers tout ce que vous voulez, à travers la mosquéisation du territoire, eh ben, ça droitise la société. Voilà, la société qui s'inquiète par rapport à la laïcité, et aussi qui s'inquiète du fait que, normalement, si vous voulez, les religions dans notre pays laïque et occidental, en gros, plus on va vers le futur, vers la robotisation, vers l'internetisation, vers un monde totalement connecté, ultra-rationnel, plus les religions s'effacent. Et là, c'est le contraire avec l'islam en France. En gros, les jeunes femmes aujourd'hui portent plus le voile que leur mère, qui elles-mêmes le portaient plus que leur grand-mère. Et les musulmans sont de plus en plus pratiquants, mangent de plus en plus de viande halal. Il y a de plus en plus de musulmans, voilà, qui vont à la mosquée. Donc c'est très étrange, c'est à contre-courant, si je puis dire, du sens dominant, quoi.
Et c'est pareil avec les voiles dans les sorties scolaires, justement, qui est un débat actuellement qui agite beaucoup la télévision. En fait, effectivement, ça peut être inquiétant pour une mère de famille qui n'est pas religieuse, par exemple, de se dire que sa fille, par exemple, je sais pas, elle fait une sortie scolaire et elle voit des femmes adultes voilées de partout, ça peut l'influencer. Elle peut être elle-même une éponge, si je puis dire, d'acculturation esthétique, et par exemple se dire que si elle comprend pourquoi ces femmes voilées se voilent en disant que c'est par pudeur, par respect, etc., elle-même, cette petite fille, peut se dire ah bah qu'elle est irrespectueuse tant qu'elle ne porte pas le voile et qu'elle est impudique, vous voyez. Donc il y a aussi ça effectivement qui est problématique, quoi. Donc voilà. Et du coup, moi je voulais vous dire en fait que je vais passer à la dernière partie de ma vidéo. En fait, la question du voile ne se réglera pas avec la laïcité. Voilà, je l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois et je le redis à nouveau. Qu'est-ce que c'est la laïcité? En gros, c'est la neutralité de l'État et de ses agents du point de vue religieux et le fait de traiter tous les citoyens de la même façon en fonction de leur religion sans qu'il y en ait qui soient avantagés par rapport à d'autres. Et force est de constater que le fait que des citoyens à titre privé portent le voile, c'est absolument pas incompatible avec la laïcité. Et moi je dis depuis longtemps que ce n'est pas avec la laïcité qu'on va pouvoir lutter contre le fait qu'il y ait de plus en plus de voiles dans le territoire, mais sur le plan en fait des valeurs. Sur le plan des valeurs, je vous donne un exemple que je donne tout le temps, je l'ai donné sur le plateau de Frédéric Tadei, c'est un exemple que je donne régulièrement. Si je suis devant un juge ou un ministre et que je tends mon pouce comme ça, c'est pas une insulte, c'est considéré, ça veut dire ouais c'est cool. Par contre, si je lui tends mon doigt d'honneur, je vais pas le faire, voilà, si je lui fais comme on dit vulgairement un fuck, un doigt d'honneur, et ben là, je peux être condamné pour outrage. Pourtant, ce doigt, il ne jette pas plus l'opprobre sur ma personne que ce doigt-là. C'est toujours le même doigt. Seulement, j'accepte l'idée que c'est vulgaire pour la majorité de la société, dont pour moi d'ailleurs aussi, j'y peux rien, je suis né dans ce berceau culturel où je considère que ça c'est vulgaire quand c'est montré par quelqu'un, alors que c'est juste un doigt comme tous les autres de la main. Et ben voilà, c'est considéré par la majorité de la population comme quelque chose de vulgaire, et du coup, la majorité effectivement a donné un sens d'opprobre à ce geste, ce qui fait qu'effectivement il ne faut pas le faire. Et ben moi je pense que par exemple il faudrait faire un référendum ou poser comme question à des musulmanes voilés à la télévision la question suivante sur le plan des valeurs et non plus de la laïcité qui permettrait de régler enfin ce problème du voile. Et en fait, il faudrait demander aux musulmanes qui se voilent quand elles passent à la télé, leur demander est-ce que vous êtes pour ou contre le port du voile par les petites filles de moins de 8 ans? Vous leur posez cette question par exemple à la télévision. Et quoi qu'elles répondent, elles auront tort. Cette question, ça fait des années que j'en parle. Vous pouvez la mettre en référendum, mais surtout posez-la déjà à des musulmanes à la télévision. Parce que si elles disent oui, qu'elles sont pour le port de ce voile pour des petites filles de 8 ans, c'est choquant. C'est choquant que voilà, des petites filles de 8 ans doivent se responsabiliser par rapport à la pudeur supposée qu'elles doivent avoir par rapport à leur chevelure. Et si elles disent que non, c'est un aveu. Parce que si ce vêtement est censé être libre, s'il est censé être informe sur le plan du sens, s'il est censé avoir pour sens ce que n'importe qui lui donne, comme une casquette sur la tête, comme un bonnet sur la tête, alors on devrait en avoir rien à faire que les petites filles de moins de 8 ans, par exemple, portent le voile. Or, on sait très bien que c'est choquant. On sait très bien qu'il y a une dimension discriminante. Dans la religion musulmane, ce n'est pas les hommes et les femmes qui se voilent, c'est juste les femmes. Il y a déjà une discrimination. Vous voyez? Effectivement, si vous leur posez cette question-là en disant voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre le port du voile par les petites filles de 8 ans, c'est une question binaire. En fait, elles sont piégées, quoi qu'elles répondent. Si elles disent oui, c'est choquant. Si elles disent non, qu'elles sont contre le port de ce voile, c'est pas très cohérent par rapport au fait que c'est censé être juste une liberté, un vêtement comme un autre. Non, ce n'est pas un vêtement comme un autre, effectivement. Et d'ailleurs, on pourrait même faire un référendum auprès de la population pour régler ce problème, comme on a réglé le problème, enfin on accepte en tout cas la façon dont est interprété le problème du doigt d'honneur, qui n'a pas été réglé par un référendum effectivement, c'est de dire aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre le voile dans l'espace public en France? Mais vous dites aux Français, si vous dites vous êtes pour, alors même pour les gamines de 3 ans, vous êtes pour. C'est binaire, c'est soit vous êtes pour tout le monde, soit vous êtes contre pour tout le monde. Si c'est un vêtement totalement neutre, c'est pour tout le monde. Vous allez voir que les gauchistes, en tout cas beaucoup, qui disent qu'ils sont pour le port du voile, quand tout d'un coup vous les informez, si c'est un vêtement vraiment libre de porter, si c'est la symbolique que chacun lui donne, alors et vous leur dites allons au bout de cette logique, est-ce que vous seriez pour qu'une gamine de 4 ans ou de 5 ans porte le voile dans la rue, voilà, cache ses cheveux, là tout à coup vous allez voir qu'il y a un problème. Donc si vous faisiez un référendum en disant aux Français vous êtes pour ou contre le port du voile
Mais vous leur dites, si par contre vous répondez oui, vous vous plaignez pas que des gamines soient obligées, enfin en tout cas portent le voile, on ne sait même pas si elles sont obligées ou pas d'ailleurs, c'est ça le problème justement. Évidemment qu'elles sont obligées de le porter, du point de vue de notre point de vue aux gens qui sont contre l'islamisation de la France et qui déploreront le voile. Mais du point de vue islamique, ils vous diront, par exemple les parents de petites filles voilées, ils vous diront bah non mais comme ton gamin par exemple a choisi des chaussures rouges plutôt que bleues, tu lui as laissé le choix, ils te diront bah, que leur gamine, ils leur ont laissé le choix, est-ce que tu veux aujourd'hui porter le bonnet, la casquette, le voile, et comme par hasard la gamine a dit ah bah aujourd'hui le voile sur un plan purement esthétique, alors qu'on sait très bien en réalité effectivement voilà, qu'il y a une dimension religieuse. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement, je l'ai déjà dit, je le redirai je ne sais pas combien de fois, je pense que le problème du voile ne se réglera pas sur le plan de la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État par rapport aux citoyens, et pas la neutralité des citoyens, encore une fois. Et une musulmane qui peut dire « je porte le voile », elle dit « je porte le voile parce qu'elle trouve ça beau », elle dit « c'est pas rien à voir avec la religion », malheureusement, on ne peut pas lui dire « je sais mieux à ta place à toi », ce qui est dans ta tête et pourquoi tu portes le voile. C'est ça justement l'ironie, la triste ironie. C'est que les gens qui sont contre le voile disent c'est un symbole d'aliénation et d'obligation. Et vous allez voir des musulmanes, elles vont vous dire non, non, elles vont vous dire qu'elles le portent d'elles-mêmes parce qu'elles le veulent, etc. Donc vous voyez, c'est ça qui est compliqué en fait. C'est que vous ne pouvez pas dire à la place des gens pourquoi est-ce qu'ils estiment être libres ou pas de porter un vêtement. C'est ça l'ironie. Donc moi je vous dis, depuis longtemps je le dis, j'arrête pas de militer pour ça. Il faut arrêter effectivement de lutter contre le voile en se basant sur des principes de laïcité. Pour moi, c'est vain. Il faut plutôt passer au plan de la symbolique. La symbolique en tant qu'égalité, par rapport à l'égalité homme-femme, la symbolique en termes de valeurs. Et vous allez voir que la problématique et la question du voile porté par les enfants, une question qu'on ne pose jamais aux musulmanes à la télévision, vous allez voir que c'est ça le petit point faible voilà, des islamistes, c'est ça effectivement qu'ils ne veulent pas que vous leur posiez comme question. Et moi je vous invite à leur poser la question. Voilà, bah écoutez, dans les prochaines semaines, j'ai pas mal de vidéos qui sont en cours, je vous tiendrai au courant. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt.